C'est quoi l'équivalent d'une force physique dans le domaine abstrait du langage? Comment se traduit un sentiment en physique? Est-ce qu'on peut appliquer des équations de physique en économie? Ou autrement dit, comment traduire des phénomènes de sciences physiques en phénomènes de sciences humaines? Eh bien, c'est ça le cœur de la folle théorie et ça commence dans cet épisode. Allô tout le monde, je suis Alexandra Folly et vous écoutez le podcast La folle théorie. Nous en sommes à l'épisode 4 qui s'intitule Le langage de l'espace 1D. On va parler des structures sémantiques de l'espace-temps et dans cet épisode-là, on va commencer par les aspects spatiaux. Je vous rappelle au passage que la folle théorie, elle établit en fait des connexions entre les sciences fondamentales et les sciences humaines. Ça ouvre de nouvelles perspectives qui permettent d'y voir beaucoup plus clair dans le chaos de nos perceptions et ça pourrait énormément nous aider à mieux comprendre enfin nos divergences, à développer aussi davantage de tolérance, de pardon, de résilience et à l'avenir à prendre davantage de décisions consensuelles et à éviter des quiproquos et des conflits inutiles. Dans les 2 derniers épisodes, je vous ai parlé de quelques notions simples de physique, comme ce que sont l'espace, le temps et les dimensions. Je vous ai aussi décrit les genres de phénomènes physiques qu'on rencontre à 1, 2, 3, 4 et 5 dimensions. Je vous ai aussi parlé des propriétés que ces différents types de phénomènes-là confèrent à l'espace-temps. Maintenant, je vais entrer au cœur de la folle théorie, c'est-à-dire dans l'analyse sémantique qui va nous permettre d'établir des correspondances entre les sciences physiques et les sciences humaines. J'ai d'ailleurs déjà reçu d'intéressantes réactions de votre part concernant la folle théorie. Merci beaucoup de m'avoir partagé vos réactions, c'est vraiment, c'est le fun hein, parce que j'ai tellement mis de temps là-dedans que c'est le fun d'avoir de vos nouvelles. Et ça m'emballe de vous voir déjà réagir avec autant d'intérêt et d'émotion. J'ai eu des belles réactions. J'ai grand plaisir de nourrir votre soif et pour certains d'entre vous, j'encourage votre patience. Demeurez surtout amusés parce que la folle théorie porte bien son nom. Hein? C'est un travail de création et je l'ai fait en m'amusant comme un enfant de 5 ans serait amusé à construire une architecture avec des blocs Lego. Je n'ai clairement pas inventé la matière plastique du Lego, là. Donc mon langage est aussi humble qu'un enfant qui s'est amusé à créer quelque chose. Donc écoutez le podcast en restant amusé de l'idée générale que j'essaie de vous partager, même si mon approche n'est pas parfaite. Donnez-moi juste un tout petit peu de temps pour juger bien la folle théorie. Aussi, je vous suggère de regarder les tableaux et les visuels qui accompagnent le podcast et que j'ai mis sur le site web de la folle théorie, en particulier pour les prochains épisodes, en fait, parce que ça va vous permettre de mieux comprendre et de mieux mémoriser ce dont je vais vous parler, et ça encore plus si vous avez là, une intelligence visuelle. Alors, comment ça fonctionne l'analyse sémantique? C'est quoi cette affaire-là? Eh bien, d'abord, on va prendre comme base la réalité physique, hein, parce qu'on aime ça, la réalité physique. Et pourquoi on va la prendre comme base? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, parce que les phénomènes physiques ont été identifiés et décrits par les physiciens via des méthodologies scientifiques très rigoureuses. On sait que le modèle standard de la physique, c'est une base solide et fiable qui est corroborée par les expériences et l'observation et aussi par de nombreuses applications technologiques. Hein, fait que la physique, c'est la science la plus fondamentale et la plus fiable dont on dispose pour comprendre le monde d'un point de vue extérieur à la perception, c'est-à-dire en dehors des sciences humaines et des croyances spirituelles. Comme on l'a vu dans les 2 derniers épisodes, il est plutôt facile de classer les phénomènes physiques en fonction du nombre de dimensions d'espace et de temps. Je vous les rappelle d'ailleurs brièvement. Une dimension, c'est les distances, les durées et les vitesses. On est dans un monde abstrait d'informations, de valeurs et de mesures. 2 dimensions, c'est les phénomènes d'ondes et de vibrations impliquant des fréquences ou des pressions. On est dans un monde de surface et d'apparence par les sensations. 3 dimensions, c'est les entités matérielles. On est dans un monde en volume de sujets et d'objets concrets. 4 dimensions, c'est les forces. On est dans un monde de temps linéaire déterministe, allant du passé vers le futur. Et finalement, 5 dimensions, c'est les énergies. On est dans un monde indéterministe de possibilités et de probabilités qui sont formées par les liaisons énergétiques. Donc, on parle inévitablement de connexion et de relation. OK, j'espère que c'est clair pour ça.
C'est maintenant ici qu'on va commencer l'analyse sémantique. Quand je dis « cet objet-là a 3 dimensions », ça veut dire que l'objet est étendu dans un certain ensemble d'espace-temps. Maintenant, quand je dis que cette phrase-là a une dimension philosophique, ça signifie que le sens de la phrase a une portée philosophique. Alors, vous voyez, le mot « dimension » a un double sens. Il a un sens physique et il a un sens qui est non physique. Dans le monde physique, une dimension, c'est une portée d'espace-temps. Et dans le langage aussi, sauf que l'espace-temps dans le langage, ça devient du sens. Une dimension physique, c'est une portée d'espace-temps. Et une dimension linguistique, c'est une portée de sens. Quand on parle du sens, on parle de ce qui est sémantique. Et là, quand on considère un ensemble à une ou plusieurs dimensions dans le langage, ça nous donne un champ sémantique. En d'autres mots, c'est un ensemble de sens. Alors, dans notre analyse sémantique, on va considérer d'abord un ensemble défini par un certain nombre de dimensions, et puis ensuite, on va faire une induction sémantique. Une induction, ça consiste à quoi? Ça consiste à partir d'un constat pour aboutir à une généralisation. Nous, l'induction qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va partir d'un ensemble de phénomènes qu'on a répertoriés et on va aboutir à un ensemble générique plus grand qui va englober celui de départ. La question centrale, donc, pour chaque ensemble, ça va être qu'est-ce que tous ces phénomènes-là ont en commun? Le but, c'est d'identifier une nature commune qui définit tous les phénomènes de l'ensemble de départ. Commençons donc ensemble, vous et moi, par une seule dimension d'espace-temps. Vous vous souvenez qu'on a répertorié dans l'épisode 2 les différents phénomènes physiques à une seule dimension? Ces phénomènes-là, à une seule dimension d'espace-temps, doivent pouvoir être contenus dans un seul axe, ou si vous préférez, une ligne droite. Vous vous rappelez que je vous ai dit que si c'était qu'une seule dimension d'espace, qu'il s'agissait de distance, que si c'était une seule dimension de temps, qu'il s'agissait de durée, et que si c'est qu'une seule dimension d'espace-temps, alors il s'agissait de vitesse ou d'accélération. Maintenant, on pourrait se demander ensemble qu'est-ce que tous ces phénomènes physiques-là ont en commun? On pourrait d'abord se mettre d'accord qu'ils constituent tous des grandeurs. Une distance, c'est une grandeur d'espace, une durée, c'est une grandeur de temps, et une vitesse, c'est aussi une grandeur, c'est une intensité d'espace-temps plus ou moins grande. Ce sont donc tous des phénomènes de grandeur et de taille qu'on peut mesurer. Alors, le mot « grandeur », c'est un mot-clé qui vient définir les phénomènes physiques à une dimension d'espace-temps. On a donc là des mots qui vont nous permettre comme ça de définir un premier champ sémantique qui concerne la physique à une dimension. Et ces mots-là, ce sont les mots grandeur, distance, taille, vitesse, durée, intensité et mesure. Voici maintenant notre induction sémantique. L'amplitude dimensionnelle d'une dimension correspond au champ sémantique des quantités. Vous voyez, en partant d'un ensemble dimensionnel, on a induit ensemble un ensemble sémantique et c'est comme ça qu'on passe du monde physique à celui du langage. Quand on parle d'une seule dimension en physique, ou autrement dit de la 1D, on parle de quantité. C'est-à-dire que la portée du sens, elle concerne le vocabulaire et la grammaire qui expriment des quantités. Je dis bien la grammaire et le vocabulaire parce que la grammaire, c'est l'aspect dynamique et opératoire du langage. Autrement dit, c'est la façon dont les mots interagissent entre eux. Donc, si vous vous souvenez des épisodes précédents, vous comprenez déjà que la grammaire, c'est l'aspect plutôt temporel du langage, alors que le vocabulaire, lui, c'est des mots qui désignent des choses, et donc ça forme l'aspect plutôt spatial du langage. Et c'est maintenant que les choses amusantes vont commencer parce qu'en passant par le langage, on va pouvoir établir des correspondances entre le domaine physique et d'autres domaines. Mais avant ça, j'aimerais éclaircir qu'est-ce que j'entends par domaine. Quand je parle des domaines, c'est les champs de sciences et de connaissances. Par exemple, le domaine physique, les domaines psychologiques, linguistiques, mathématiques, politiques, tout ça, ça se rapporte à des sciences. Nous, dans notre étude sémantique, on va s'intéresser à 4 domaines principalement. Comme premier domaine, évidemment, il y a le domaine physique qui est notre base de départ. Ensuite,
comme c'est une étude sémantique, on passe par le langage et le langage, c'est un domaine transversal, c'est-à-dire que ce domaine-là recoupe plusieurs champs de sciences parce que c'est par le langage qu'on communique les phénomènes et ça, quel que soit le domaine. Alors, cette transversalité-là du langage, ça va nous permettre d'établir des correspondances d'un domaine à l'autre. Vous allez voir que dans la grammaire, il y a des éléments et des formes spécifiques qui servent à communiquer des phénomènes avec un nombre de dimensions précis. Les deux autres domaines sur lesquels on va se concentrer, c'est le domaine abstrait au sens large et le domaine psychologique. Le domaine abstrait, c'est le monde de l'information, des données, des idées et des concepts. Alors, c'est tout ce qui fait partie de l'univers de la pensée pure sans aucun support matériel. Et finalement, le domaine psychologique ou psychique, eh bien, c'est le domaine qui concerne notre expérience de sujet percevant. C'est donc le domaine des émotions, des caractères et des comportements. C'est les phénomènes que les psychologues étudient. Maintenant, pour un même nombre de dimensions, on va aller chercher des correspondances entre les phénomènes physiques et les phénomènes non physiques. Et pour faire ça, eh bien, c'est relativement simple. On va croiser des champs sémantiques les uns avec les autres. Pour commencer, on va prendre le champ sémantique des quantités, qui correspond à une seule dimension d'espace-temps, et on va le croiser avec le domaine de l'abstraction. Je répète que le domaine abstrait, c'est le monde de l'information, des données, des idées et des concepts, donc tout ce qui fait partie de l'univers de la pensée. Eh bien, la notion de quantité qui est caractéristique de l'ensemble 1D, elle s'exprime dans le domaine abstrait en termes de valeur et de mesure. Par exemple, la valeur morale. La valeur morale, eh bien, ça désigne en fait la valeur de principes moraux, donc ça ne désigne pas les principes eux-mêmes, mais la valeur qui leur est accordée. Donc, il s'agit de leur importance. Alors ici, on retrouve une caractéristique des phénomènes quantitatifs, parce qu'ils constituent la grandeur des choses, mais pas les choses elles-mêmes. Au fait, j'ai dit le mot importance, le mot importance, voilà un mot de plus à ranger dans le champ sémantique des quantités. L'importance, c'est un mot qu'on utilise pour désigner la valeur abstraite attribuée à des choses aussi diverses que variées. Par exemple, l'importance d'un événement ou l'importance d'un enjeu. On avait vu que dans le domaine physique, il y avait une différence de vocabulaire si on parle de quantité d'espace ou si on parle de quantité de temps. Je rappelle donc que la distance, ça désigne l'espace, que la durée, ça concerne évidemment le temps, et que la vitesse, ça se rapporte à l'espace-temps quand on parle d'une dimension. Eh bien, dans ce domaine-là des valeurs abstraites, les distinctions équivalentes existent. Par exemple, si c'est une dimension d'espace, il s'agit du degré d'importance. Quand quelque chose est important, on dit que ça prend de la place. Maintenant, si c'est une dimension 1D de temps, alors il s'agit du degré d'occurrence ou de périodicité, c'est-à-dire la durée ou le nombre de fois où quelque chose a lieu. Autrement dit, c'est le degré de présence. Et finalement, si c'est une dimension 1D d'espace-temps, il s'agit du degré d'intensité ou d'urgence. OK? Donc, quand on parle d'intensité et d'urgence, vous pouvez voir que ça occupe l'espace et que ça dépend aussi du temps. Notez qu'on parle toujours de valeur et de quantité attribuées aux choses et que ce ne sont pas les choses elles-mêmes. Ces trois nuances-là entre importance, occurrence et urgence, eh bien, ce sont des subtilités de sens selon leur polarité spatio-temporelle. On comprend tous que le mot urgent exprime un degré d'intensité qui est lié à un temps réduit et que ce qui est important peut ne pas être nécessairement urgent et ce qui est urgent peut aussi ne pas être nécessairement important. Donc, l'important, eh bien, c'est moins lié au temps et davantage à l'espace. D'ailleurs, si vous y pensez, plus quelque chose est important et plus ça prend de la place dans nos vies. Alors que moins il y a de temps disponible pour réaliser quelque chose, plus ça devient
urgent. Autrement dit, l'intensité s'accroît quand l'espace s'agrandit et quand le temps se réduit. Recoupons maintenant le champ sémantique 1D des quantités avec le domaine psychologique. Par domaine psychologique, j'entends par là l'univers psychique des émotions et des sentiments, des caractères et des comportements. La notion de quantité, qui est caractéristique de l'ensemble 1D, comme je l'ai dit tantôt, eh bien, elle s'exprime dans le domaine psychologique en termes d'importance et d'intensité. Par exemple, l'importance d'un sentiment, l'intensité d'un caractère, d'une émotion ou même l'intensité d'un comportement. Dans le langage, quand on parle de phénomènes quantitatifs à une seule dimension, on va utiliser quoi? On va souvent utiliser des adverbes et des nombres. Par exemple, la voiture mesure 4 mètres de long. Il y a beaucoup ou peu d'eau. C'est plus ou moins important. C'est tout autant urgent. Et c'est très drôle. Hein? C'est très drôle. Et on peut aussi utiliser des préfixes qui indiquent la quantité de ce qui suit dans le mot. Par exemple, c'est irréel, c'est indiscret, ça indique des contraires et des valeurs négatives, ou bien c'est anormal, ça indique une quantité nulle, ou encore c'est pluridisciplinaire, c'est multifactoriel, ça indique des quantités plurielles. Donc, vous voyez bien maintenant que quand on exprime des valeurs quantitatives, celles-ci peuvent être inscrites sur une ligne, une dimension d'espace-temps via les adverbes, les nombres et les préfixes. Je dis bien les préfixes au début du mot, là, et pas les suffixes à la fin du mot. Le rôle des suffixes, il est très différent, c'est pas des phénomènes 1D, et donc je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Alors, en partant des phénomènes physiques, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a induit que les ensembles à une dimension sont des phénomènes quantitatifs. Puis, en recoupant ce champ sémantique-là des quantités avec les champs sémantiques de différents domaines, eh bien, on a identifié des correspondances entre les phénomènes 1D physiques, les phénomènes 1D abstraits et les phénomènes 1D psychologiques. Ce qui est le fun aussi en recoupant des champs sémantiques comme ça, eh bien, c'est qu'on peut même revenir au domaine physique. C'est-à-dire qu'on peut trouver d'autres phénomènes physiques à une dimension à partir du vocabulaire quantitatif qu'on a identifié dans les autres domaines. Nous, ça nous est même arrivé, là, sans faire exprès, parce qu'au départ, quand on a dressé la liste des phénomènes physiques à une dimension, eh bien, on n'avait pas pensé aux phénomènes électriques. On s'en est juste tenu à ce qui concerne la mesure des distances, des durées et des vitesses. Ensuite, sur cette base-là, on a établi des correspondances dans les domaines non physiques et on a vu que le mot « intensité » était utilisé dans le domaine psychologique. Et c'est seulement après être passé par le domaine psychologique qu'on a réalisé finalement que le mot « intensité », eh bien, il désigne lui aussi la quantité électrique. L'unité de l'intensité électrique, c'est l'ampère, c'est la quantité du courant électrique qui circule en un point donné d'un circuit. Donc ça, c'est un phénomène électrique considéré dans une dimension. Vous voyez là que l'analyse sémantique peut fonctionner dans les deux sens. On pourrait continuer comme ça et trouver des correspondances dans d'autres domaines, comme par exemple avec les mathématiques, la politique et l'économie. Mais je vous garde le meilleur pour la fin parce que ça ferait un épisode sincèrement interminable pour maintenant. Imaginez, là, tout ce qu'on vient de voir, c'était juste pour les phénomènes à une seule dimension. Alors, on va parler de ces domaines-là une autre fois. C'est vrai qu'il faut donner un petit coup dans les premiers épisodes, mais vous allez vous rendre compte, en fait, assez vite que plus on avance dans les épisodes, plus ça va être assez le fun. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site web de La Folle Théorie pour aller voir les visuels. Ça va vous aider. Je vous donne maintenant rendez-vous dans le prochain épisode pour l'analyse sémantique des phénomènes physiques, psychologiques et abstraits à 2 dimensions. Et là, on va parler des émotions.